ne suis ni la seule ni la première à proposer une méthode. Quelques youtubeurs s'y sont essayés depuis Descartes. Alors pourquoi en remettre une couche ? Comme je l'ai expliqué dans la toute première vidéo de cette chaîne, il s'agit simplement de boucher des trous, de compléter, d'explorer les angles morts délaissés par les principales chaînes qui diffusent la pensée rationnelle. La pensée rationnelle, c'est ce que nous exerçons tous spontanément dans la vie courante. Si tu vois une auréole au plafond de ton appart, ton premier mouvement est de chercher l'explication pour y remédier, ou tout au moins éviter qu'elle ne s'agrandisse. Et tu vas soupçonner plus facilement un dégât des eaux chez le voisin du dessus qu'un mystérieux message de l'au-delà ou d'une civilisation interstellaire. Sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, nous utilisons tous le rasoir que Guillaume d'Occam a eu le mérite de formaliser. Dans tout ce qui touche à notre quotidien et à notre environnement proche, l'Homo sapiens est en principe bien équipé pour se sortir d'affaires. Sinon, il serait dans les archives, quelque part entre les dinosaures et les mammouths. J'imagine que l'un des atouts qui lui ont permis de s'installer sur tous les continents, c'est sa faculté d'élaborer des stratégies, notamment pour nourrir et protéger les enfants, en combinant anticipation, transposition et déduction. Notre raisonnement a sans doute évolué pour répondre à des besoins de survie de chasseurs-cueilleurs. Il n'est pas précisément adapté pour décortiquer l'infiniment petit, l'infiniment grand ou les notions abstraites. Mais disons, pour s'ajuster à toutes sortes de situations nouvelles et complexes. Ce qui est très contre-intuitif éveille notre méfiance et nécessite des explications plus probantes que ce dont on a l'habitude. Alors, inutile de prendre un air blasé devant la nouveauté, n'ayons pas honte d'être surpris et soyons tout oui pour les éclaircissements. Nous ne sommes plus chasseurs-cueilleurs et nos objectifs sont multiples et variés. Quand on s'intéresse à un sujet, on veut savoir ce qu'il en est. On ressent un élan vers la vérité. Spontanément, on déteste être trompé, même si on n'a pas subi de préjudice direct et même quand c'est pour nous protéger. On tient à la véracité des propos, c'est-à-dire à leur correspondance avec les faits. Le souci, c'est qu'on poursuit aussi d'autres buts. Préserver ses intérêts personnels, favoriser sa famille ou sa communauté, accomplir la volonté de Dieu, défendre une cause, des droits, lutter contre une injustice, sauver la planète. Mais rien de tout ça ne devrait interférer. Quelque chose peut être vrai, même si ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. Quelque chose peut être faux, même si j'y ai cru toute ma vie. Et quand ça se produit, ça crée une dissonance cognitive. Il y a plusieurs façons de la résorber. Si la vérité n'est pas clairement définie comme objectif prioritaire, on sera fortement tenté de balayer sous le tapis tout ce qui a l'air un peu dérangeant, ce qui semble ne pas aller dans le bon sens, ne pas corroborer nos partis pris. Avec parfois des conséquences regrettables. Si une situation problématique est niée, on ne pourra pas y remédier. Dès lors qu'on s'en rend compte, on commence à mettre de côté ses habitudes, ses penchants spontanés, ses a priori. On dissocie la réalité des faits de toute autre notion. C'est potentiellement coûteux. On doit être prêt à remettre en question ses convictions si on découvre quelque chose d'incompatible. C'est déjà difficile de savoir ce qui est souhaitable. Si en plus on mélange ce qui est et ce qui devrait être, on ne s'en sort plus. Et cette confusion est une source inépuisable de conflits à cause des malentendus qu'elle suscite. Il faut absolument essayer de dissocier ce que j'observe, ce que j'en pense et ce que je dois en faire. C'est dur à démêler. Ce que je vois est influencé par mes idées, mon vécu, mes intentions, mes souhaits, mes craintes. Il y a très souvent des interférences entre ces trois plans. On présente les faits sous un certain angle, afin d'en faire ressortir un aspect jugé négatif pour dénoncer la situation, ou au contraire un aspect positif pour légitimer l'ensemble. On a tendance à croire le statu quo immuable si on a peur que tout s'effondre en cas de changement. On accuse d'arrière-pensée des gens qui n'ont rien fait d'autre qu'un constat. On nie les faits pour ne pas assumer une responsabilité. On n'arrive jamais à s'en empêcher tout à fait, mais
on peut fortement limiter les dégâts, car en prendre conscience, c'est déjà commencer à s'en dégager. Pour se forger une opinion sur un sujet sociétal ou philosophique ou une situation particulière, il ne faut pas se précipiter. Il y a des gens qui se croient obligés d'avoir un avis sur tout, et a fortiori sur des sujets d'actualité qui n'entrent pas dans leur domaine de compétence. Alors ils se contentent d'une vision simpliste. Quelques-uns se réfèrent à un dogme ou à un maître à penser, d'autres suivent les lubies de leur ego, mais la plupart s'alignent sur l'opinion adoptée par une mouvance qui leur plaît, ou s'opposent à celle d'un courant de pensée qui leur déplaît. C'est accorder bien trop de confiance à la cohérence interne de ces tendances où règne un certain flou. La célébrité aidant, certains youtubeurs s'enflent au point de recommander aux commentateurs de ne pas s'insulter entre eux après avoir eux-mêmes traité de con tous ceux qui ne partagent pas le parti qu'ils ont pourtant pris à la va-vite. Je comprends qu'on cherche à capter l'attention d'un public consommateur de fast-food, oui je viens de l'inventer, de punchline, de publications toujours plus instantanées, pour le convaincre peu à peu d'aller vers des vidéos plus longues, plus fouillées, plus édifiantes. Mais du moins devrait-on encourager à suspendre son jugement et prôner par l'exemple. Pour ne pas gober ni raconter n'importe quoi, il faut s'assurer de la véracité des faits, et pour cela, avoir des sources fiables. C'est ce qu'on appelle le scepticisme scientifique. Il y a sûrement un tas de vidéos là-dessus, mais je vous recommande aussi celle d'Homo Fabulus, adressée aux journalistes qui doivent écrire un papier sur un sujet auquel ils ne connaissent rien. Le conseil n'est pas « taisez-vous et n'écrivez pas ce papier », mais au contraire un ensemble d'indices facilement repérables pour savoir si une source est fiable. Je vous mets le lien en description. Je vous recommande aussi quelques chaînes plus ou moins ciblées. Certaines expliquent une méthode de pensée, par exemple hygiène mentale ou chat sceptique. D'autres l'appliquent dans des domaines très divers. Homo Fabulus donc, mais aussi Fouloscopie, G1000 g, Vous avez le droit. Tout cela est complémentaire. Comme disait Fontenelle, assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Donc la première chose à faire est de vérifier autant que possible que la situation est bien celle qu'on nous décrit, mais aussi que les mots employés pour cela ne sont pas déjà porteurs de sous-entendus. Si vous avez vu ma série sur l'antispécisme, vous aurez remarqué que ma première démarche consiste à analyser ce que véhicule le mot spécisme, ce que recouvre la catégorie animaux, etc. C'est de plus une précaution indispensable pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Pour définir le point de désaccord, encore faut-il partir d'une base commune et voir à partir d'où les opinions divergent. Sinon, c'est juste un dialogue de sourds. Sans hésitation, je recommande le CNRTL pour compléter votre dictionnaire habituel. Vous y trouverez à l'onglet lexicographie des définitions, des expressions et des exemples, toutes choses utiles pour savoir de quoi on parle. Et si le vocabulaire utilisé ne figure dans aucun dictionnaire, c'est probablement du jargon idéologiquement orienté. Il faut voir la définition dans le lexique s'il y en a un et vérifier si l'objet en question existe réellement. Car un elfe a par définition les oreilles pointues, mais ça ne garantit pas que les elfes existent. Quand j'essaye de comprendre quelque chose, je procède comme pour une enquête policière. Je formule des hypothèses qui me semblent plausibles, et si je trouve un élément qui infirme l'une des hypothèses, je ferme cette piste. Si aucune ne se confirme, s'il n'y a pas de faisceau de présomption, je passe à des hypothèses moins probables. Si vous avez vu ma vidéo sur le TIC, vous aurez constaté que c'est ainsi que je procède pour chercher l'origine d'un trouble psychique. Le processus est le même pour trouver les causes de n'importe quel fait. Dans tous les cas, je laisse une place au doute
tant que rien n'a été prouvé de façon irréfutable. Si des contradictions apparaissent, c'est qu'il y a sûrement un os dans la façon dont j'ai posé la question. Peut-être ai-je confondu deux notions qui sont regroupées sous un même vocable. Ça arrive. Évidemment, pour formuler des hypothèses, je collecte des infos, comme tout enquêteur. Articles publiés par des experts du domaine, indices concordants, documents émanant de sources diverses. Les témoignages individuels sont à prendre en compte sans les placer sur le même plan que les études réalisées sur un grand nombre de personnes, même si ces études sont aussi sujettes à des biais. Il faut s'armer de patience, être prêt à faire face à l'inattendu et à descendre de son âne si nécessaire. Cette métaphore vient d'une expression espagnole qui évoque la difficulté de se résoudre à renoncer à une opinion, même si elle est stupide ou erronée. Dans ma démarche, je m'inspire autant d'Hercule Poirot que de Descartes, qui n'était pas belge, mais qui avait des moustaches, tout comme mon chat, qui repère de cette façon ce qui est trop près de son museau. Et quand on a le nez dessus, on ne voit pas bien les choses. Pardonnez-moi ce dérapage. Ce que je veux dire, c'est que prendre un peu de distance, voir ce qui se fait ailleurs, puis regarder notre quotidien avec les yeux d'ailleurs, comme Montesquieu, Lévi-Strauss, ou Gulliver, ou Starman, c'est un détour qui peut aider à remarquer, par contraste, des choses dont on a une trop grande habitude. Cet ailleurs peut se trouver bien plus près qu'un monde imaginaire ou un autre continent. Il suffit d'écouter quelqu'un qui ne partage pas notre point de vue et d'essayer de comprendre comment il voit les choses. Vous l'aurez compris, rien de tel que de diversifier les sources pour confronter des points de vue. On entend souvent dire que penser par soi-même implique de penser d'abord contre soi-même. Le milieu où on vit, quel qu'il soit, n'est pas idéologiquement neutre. De ce fait, on a des opinions avant même de savoir qu'on les a. On ne découvre pas les faits bruts, on les reçoit via un prisme interprétatif. Mais n'oublions pas le mot « d'abord ». Je vois souvent des gens qui restent bloqués à cette étape et qui prennent le contre-pied de tout ce qui est traditionnel dans leur environnement d'origine, ce qui aboutit à reproduire exactement les mêmes défauts de raisonnement. Se faire une vision du monde propre et fondée, ce n'est pas retourner des opinions comme des chaussettes, ça se conquiert. Il faut s'informer en faisant des recherches par thème et non pas se laisser guider par les suggestions d'un algorithme qui pousse au biais de confirmation. Il faut écouter des arguments qu'on n'a pas envie d'entendre et se demander pourquoi on les trouve irrecevables. Ça aide beaucoup à affiner ce qu'on pense parce que ça oblige à le formuler et à l'argumenter. Savoir ce qu'en dit machin chose que j'aime bien ou truc muche que je n'aime pas ne va pas m'aider. J'aurai tendance à faire confiance à l'un et à me méfier de l'autre, voire me conformer à l'avis du premier par dégoût du second ou par crainte de lui être associé. Rien n'est plus courant que de cataloguer les opinions dans n'importe quel domaine en les positionnant sur un axe droite-gauche. Ça économise l'effort de se demander si c'est fondé, si c'est sensé, si c'est utile ou porteur d'amélioration. À croire que la flemme de réfléchir gouverne le monde des idées. À moins que ce ne soit plutôt des affiliations personnelles qui touchent à l'intime et qu'on ne croit pas pouvoir questionner sans se mettre en danger. Penser par soi-même, c'est bien ce qu'on cherche, mais penser n'est pas savoir, et par soi-même ne veut pas dire sans le secours des autres. Il faut commencer par apprendre, écouter, faire des recherches, s'informer. Ensuite, il faut discuter, confronter les points de vue. C'est l'occasion de prendre en compte des éléments auxquels on n'avait pas pensé. Pour discuter, encore faut-il bien définir le sujet, préciser le sens qu'on donne aux mots qu'on emploie, sinon ce n'est pas une discussion mais un malentendu. Je me répète beaucoup là. C'est parce qu'il ne s'agit pas d'étapes consécutives. Tout ça se fait en même temps et en continu. D'ailleurs, ça peut faire évoluer les opinions au cours de la vie. C'est un peu effrayant
surtout si ça doit entraîner un changement dans la façon d'agir, dans le mode de vie. On ne sera pas forcément capable de mettre tout de suite ses actes en accord avec ses idées. On n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut. La zététique propose quelques outils pour se défendre contre les arnaques intellectuelles, se prémunir contre un discours séduisant mais trompeur, se dégager des idées reçues, résister à la tentation d'étayer ses propres opinions par des arguments qui n'en sont pas, balayer une objection en pointant un défaut formel pour s'épargner de répondre sur le fond, non. C'est pas fait pour ça, mais que celui qui ne l'a jamais fait jette la première pierre. Je recommande tout particulièrement d'écrire ou de s'enregistrer en appliquant les exigences suivantes. La logique. Pas de contradiction, pas de raisonnement circulaire, bien identifier les rapports de cause à effet, ne pas les inverser, ne pas confondre corrélation et causalité. La pertinence, ne pas faire intervenir ce qui n'a rien à voir ou ne change rien, ne pas détourner ou éluder la question. Pas de postulat implicite. L'honnêteté, la bonne foi si vous préférez, ne pas mentir, ni omettre des éléments déterminants, ni présenter comme prouvé ce qui ne l'est pas. Et la rigueur, ne pas confondre, mélanger, amalgamer, généraliser, dissocier le discours descriptif et normatif, clarifier le sens des mots, ne pas réduire les options à un choix binaire. On reparlera de tout ça dans le 2e épisode qui portera sur les formulations trompeuses. Et cette fois-ci, je donnerai des exemples. Je les choisis différents de ceux qu'on trouve sur les autres chaînes dédiées à la pensée rationnelle. La critique ne doit pas être orientée. Tout discours qui a la prétention de convaincre peut être passé au crible. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.